Bienvenue dans l'épisode 18 de l'Entrepreneur State of Africa, le podcast qui vous fait rencontrer entrepreneurs et partager leur expérience. Cette semaine, nous avons Nelly Chatou Diop, qui est donc, entre autres, celle qui a levé le plus d'argent en Afrique francophone, en plus de l'avoir fait en étant une founder CEO femme, qui va nous partager son parcours, comment elle était quand elle était jeune, quand elle a étudié, et un peu son parcours professionnel, mais en plus, qui va nous parler évidemment de crypto, d'investissement de façon large et de son livre qu'elle vient de rédiger. Donc, justement, c'est sur une nouvelle économie décentralisée. Donc, pas mal de choses super intéressantes. On va essayer, au bon milieu de tout ça, quand même donner des leçons et de ce que nous, on a retenu sur comment on lève des fonds, comment on grandit avec du financement extérieur. Et au final, on espère que ce sera pour vous l'occasion de découvrir des choses intéressantes. Yes, donc abonnez-vous et bon épisode à tous. Shalom, salam, salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur State of Africa. À distance cette fois, parce qu'on a une invitée exceptionnelle, Madame Nelly. Aujourd'hui, donc, je te présente Kaï, mon co-hôte qui n'a jamais eu l'occasion de te rencontrer apparemment avant, mais aussi a entendu parler de toi. Donc, Kaï, Nelly, Kaï. Comment allez-vous tous les deux? Ça va? Top. Mais on se disait avec Kaï qu'on a des amis communs. Donc, les amis de mes amis sont mes amis. Big up à Edith. Exactement. Big up à Edith. Voilà. Donc, écoutez, le thème de cet épisode, tant attendu, ça fait un moment que les gens nous demandent un peu plus de détails sur comment lever des fonds, est-ce qu'il faut lever des fonds. Kaï et moi, on en a un peu touché, un peu parlé, parce qu'on a fait un épisode avant sur la différence entre une PME et une startup. On en a parlé rapidement, mais les gens voulaient plus de détails. Et en plus, là, pour le coup, on s'est dit, OK, on va prendre pas juste mon opinion de personne qui a levé, on va prendre quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience là-dedans, parce que Nelly, l'une des raisons aussi pour lesquelles on t'invite aujourd'hui, c'est qu'il y a très récemment un classement qui est sorti d'Afrique Digest, qui est un média startup lancé par Emeka Adjene, pour ceux qui ne connaissent pas, il est sur Twitter, qui a fait un classement des femmes qui ont levé plus de 3 millions. Et tu es non seulement dedans, je pense que tu étais au Cameroun, tu dois être la seule, je crois, au Cameroun. Et en plus, tu es celle qui a levé le plus en Afrique francophone. Tu as levé même plus que moi. Numéro uno. Number uno. Donc, c'est important que les gens sachent qu'on a amené une vraie experte. Tu as levé même plus que… Parce que bon, moi, les gens ont tendance en Côte d'Ivoire à me hyper. Bon, maintenant, Dieu merci, Jamo est venu prendre cette couronne bizarre là, parce qu'ils ont levé encore plus. Amen. Mais si on prend juste vraiment equity pure, tu es celle qui a levé le plus. Donc, déjà… Je ne sais pas si tu savais, si tu t'en fous. Non, mais tu sais, la réflexion que m'a faite ce classement, et j'en parlais avec des amis hier, c'est de dire, heureusement que quand on entreprend, on n'a pas forcément le temps de regarder ces statistiques-là avant, parce que je ne suis pas sûre que j'aurais pu oser rêver, lever peut-être ce montant-là, si j'avais su que ce n'était pas possible, en fait. Ah bon? Parce que quand tu regardes en Afrique francophone, il y a moi, le Cameroun, il y a une Tunisienne, et tu te dis, waouh, l'Afrique francophone, c'est au moins le 1/3 de l'Afrique, tu vois, si ce n'est en termes de population, si ce n'est plus. Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, je sais pas. En tout cas, je pense que j'aurais, peut-être face aux challenges, aux difficultés de la levée, j'aurais peut-être renoncé plus facilement. Je me serais peut-être dit, c'est normal que ce soit compliqué. Tu serais contenté pas possible. Tu aurais dit, je fais ça. Tout à fait. Alors qu'en fait, j'y suis allée comme un entrepreneur lambda en me disant, j'ai besoin de ça, donc il faut que j'arrive à ça et je vais tout faire pour ça parce que j'ai besoin de ça, point. Donc... Mais sans faire mon journaliste du quartier. Mais oui, c'est important. Avant d'arriver sur la liste, moi, je trouve que ce serait intéressant de connaître ton background, Nelly, mais pas forcément pro ou académique, mais savoir même comment tu as grandi avant le côté académique et professionnel. Bien sûr, bien sûr. Écoute, je suis née, j'ai grandi au Cameroun, à Douala, une famille de 5 enfants, 5 filles, je suis l'aînée. OK. Et ce qui est drôle, c'est un papa très progressiste, très progressiste. D'ailleurs, mon père, je lui demandais récemment,
Mais comment ça se fait? Parce que dans ta génération, mon père est né en 40, tu vois. Dans ta génération, avoir cette vision vraiment très évoluée de la femme nous a toujours empower. Comment c'est possible? Et il m'a expliqué, vraiment, c'est il y a à peine un an que je sais qu'on s'est vu, il m'a expliqué que quand il était à l'école primaire, en fait, il y avait une fille dans sa classe qui, malgré tout ce qu'il faisait, était toujours premier à la classe. Il étudiait, il faisait tout, et elle était toujours devant lui. Et il ne comprenait pas pourquoi la société lui disait que les femmes étaient inférieures alors qu'elle passait le temps à le taper aller-retour. Et c'est là qu'il s'est dit, mais non, elles sont pas inférieures, il y a un problème. Si elles étaient inférieures, elles ne me taperaient pas comme ça aller-retour alors que je suis intelligent et je mets tous les moyens, voilà. Donc, voilà, donc du coup, vraiment une enfance, une adolescence très heureuse. Et j'ai beaucoup de chance aussi en ce sens-là, parce que quand on arrive à passer cette étape-là sans tous les traumas qu'on peut se trimballer, quand on vient de famille peut-être disloquée ou avec, voilà, pas de famille aimante, je n'ai pas eu ça. Mais j'ai toujours eu une passion pour les maths. Pour les maths, les trucs techniques, vraiment, c'était mon truc. J'étais celle qui faisait tout le programme de maths pendant l'été avant de commencer l'année. Et dans l'année, c'était pour moi des révisions, quoi. Toujours, vraiment, depuis le début. Donc, mon choix, peut-être après, de m'orienter vers une carrière d'ingénieur en informatique n'est pas anodin, parce que voilà, c'est ma passion, la techno. Je vais peut-être aussi ramener le côté un peu entrepreneur, parce que j'ai aussi ce souvenir-là à 11 ans, j'étais en sixième, et je crois que c'était au moment où il commençait à y avoir des difficultés en Afrique, autour de la dévaluation aussi du français. Mes parents, voilà, ont eu beaucoup de difficultés, comme beaucoup d'autres familles à ce moment-là. Je ne sais pas si c'était en sixième ou en cinquième, en tout cas, c'était entre 11 et 13 ans à peu près. J'ai commencé à vendre à l'école des pop-corn caramélisés. En fait, je devais faire à ma mère des pop-corn caramélisés. Non, mais arrêtons. 2 minutes. J'ai l'impression que tous les Camerounais ont eu un commerce avant 15 ans. C'est ça, c'est un business, c'est important. Kai, non mais vraiment, ça a commencé un peu comme un petit truc, mais ça prenait vraiment de l'ampleur, quoi. Parce que je commençais à faire la gestion de stock, à essayer de changer des parfums au gingembre, au citron, à avoir des précommandes, à avoir des revendeurs. Ah, mais c'était... Encore au gingembre. Je crois que à la fin d'année, mes parents ont dit stop, parce qu'ils se disaient, mais ça va elle aura même plus le temps d'étudier ce commerce-là, gérer le pricing et tout. Donc, bon. Parce que tu as eu de la compétition, genre. Bah oui, parce qu'après, tu as des copieurs, exactement. Après, tu as la compétition qui arrive. Donc tu dois gérer tout un donc, c'est ça ta première expérience, quoi, ton premier test. Voilà. Donc, je suis sûre, j'espère qu'il y a des anciens camarades de classe. À l'époque, j'étais au lycée Joss à Douala qui pourront le témoigner. Et c'était très bon, mes popcorn. Donc, c'est super intéressant. Et du coup, quand tu as fait tout ça, parce que je me dis souvent, moi aussi, j'ai une amie qui s'appelle Diara, d'ailleurs, qui est une super entrepreneur aussi au Mali, qui, elle aussi, elle vendait des beignets, je me souviens. Oui. Et elle avait une espèce de monopole bizarre, parce qu'en fait, c'était interdit à l'école de vendre de la bouffe en dehors de la cafette. Mais c'était la seule qui avait son side business. Alors je pense que ça a beaucoup aidé maintenant. Mais le truc que je me demande, c'est même à cette époque, du coup, quand toi, tu disais que tu aimais les maths comme ça, est-ce que tu réussirais à situer quand est né ton amour? Parce que moi, l'expérience que j'ai eue, c'est autour de moi, toutes les filles, à chaque fois, elles disaient « j'aimais pas les maths ». Je ne sais pas si c'était par défaut ou parce qu'on leur a dit c'est normal de ne pas aimer les maths. Et je ne sais même pas situer. Je ne sais pas situer. Mais est-ce que toi, tu saurais situer l'inverse? À quel moment tu as su, non, toi, vraiment, tu aimes les maths? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Tu n'as jamais eu un moment où tu t'es dit c'est évident que j'aime les maths? Je pense que j'ai naturellement, en fait, toujours été... il y a deux types de personnes qui sont très bonnes à l'école. Il y a des gens qui sont naturellement doués, tu vois, qui vont à l'école, qui écoutent le prof, qui comprennent rapidement. Et il y a des gens qui doivent beaucoup bosser. Et moi, je suis dans la deuxième catégorie. Tu bossais beaucoup. En fait, très intéressant. Voilà. Et en fait, quand tu travailles beaucoup quelque chose et que la chose te le rend en retour,
Ah, te le rend L'amour bien. se développe. Ah, d'accord. Et du coup, je pensais ça parce que j'avais le sentiment, dès le CE2, CM1, de devoir bosser, de devoir faire beaucoup de problèmes de maths pour Ouais. pouvoir comprendre le cours et être plus à l'aise. Mais plus j'en faisais, plus j'avais Plus de ça bonnes marchait. notes, plus je Ah, comprenais. oui, c'est Et vrai. du coup, c'était vraiment un amour bidirectionnel. J'avais l'impression que j'aimais Voilà. C'était les maths aussi réciproque. m'aimaient. Voilà, Les maths t'aimaient aussi. Tu donnais voilà, aux c'est maths, ça, les maths t'aimaient. exactement. C'est super important parce Exactement. que, oui, je pense qu'il y a plein de gens Exactement. qui ont besoin de ça. C'est vrai parce que c'est vrai que même les matières littéraires, c'est un peu moins réciproque, hein. Enfin, en tout cas, c'est un peu Oui, moins tout à linéaire fait. en Tout termes à fait. d'effort versus résultat. Parce que les matières littéraires, je dis interprétation, quand tu fais une dissertation, des Mhm. choses comme ça, ben, c'est toujours un peu subjectif. Ça dépend de l'appréciation du prof. Est-ce que, tu vois, même quand tu fais la philo, les maths, c'est ou c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Après, tu as la beauté de la façon de. Tu vois, une fois que tu as développé cet amour des maths, ce n'est même pas juste de répondre à la question. Pour moi, quand j'étais au collège ou au lycée, c'était aussi à quel Mhm. point mes réponses étaient clean, à quel point la démonstration était belle, Limpide. tu vois. Voilà, ouais, ça, Et c'est tout te pour ça que plaisait. moi j'ai un mari qui est artiste, j'ai un mari qui est musicien. Ah, Et lui, en fait, il a il toujours est quoi? Il est musicien, t'as dit ton Oui, mari. il est musicien, il fait du Il est jazz. camerounais aussi ou pas? Je sais pas du tout, je t'ai jamais demandé. Oui, sénégalais, camerounais, pas Diop, sénégalais. Diop, camerounais. Et Ah, en Kaye is back. ouais. Et en fait, mon mari, il a toujours l'air de dire que bah, lui, il est artiste et moi, je suis maths. Il dit, bah non, moi, j'ai l'impression que les maths, c'est de l'art, en fait. Les maths, la donnée, c'est de l'art. Moi, pour moi, je vois des formes, voilà, Mhm. ça m'évoque des choses. C'est pas juste un truc très carré, c'est de l'art aussi. Hmm. Bon, bah, écoute, je pense que c'est déjà une belle intro. Je pense que si on fast forward de là, du coup, après, tu as fait l'école d'ingénieur, si je ne me trompe pas, en Voilà, France. après mon bac, j'arrive en France, je fais une école prépa. Là, je me prends des tolls en maths. La prépa, ce n'est pas les Ah LOL, hein. ouais. Ah ouais. C'est Je très crois que le chaud. premier devoir de maths 4/20, je me Ouf. dis, waouh, d'accord. Mais c'est une très belle expérience parce que avoir fini sa scolarité comme je l'ai fait en étant première de la classe tout le temps, Mhm. tu développes ce truc où tu te dis, bon, je suis bonne, quoi. Enfin voilà, je C'est moi, travaille. non? Voilà, Antoine, là, tu te. exactement. Et tu as besoin de cette humilité que tu apprends à la prépa. Mhm. Tu as besoin de savoir que la vie, c'est pas comme ça. Tu peux Mhm. faire tout ce que tu peux te tuer la tâche, et ben, life is not fair. Tu vois, Voilà. C'est très et important. après, tu n'as pas forcément les résultats au moment où tu le veux. Donc, il faut te remotiver, il faut de la résilience. Donc, je pense que la prépa m'a appris cette résilience-là, cette humilité. Mhm. Et vraiment, enfin, pendant qu'on le vit, c'est pas top. Tu vois, j'ai plusieurs fois voulu prendre une année sabbatique et tout, mais une fois qu'on passe voilà, cette étape-là, on est content. Donc après ça, école d'ingénieur en informatique, je commence à bosser. Je me rends très vite compte quand je me projette dans 10 ans que j'ai pas envie de faire que de l'informatique. Parce que, OK. ben oui, parce qu'en fait, tu te rends compte que ben, les projets viennent à toi, mais les projets sont décidés par des gens qui sont dans le truc exécutif. Et Mhm. tu dis, mais moi, je vais être là, en fait. Je vais être avec eux, je vais décider pourquoi est-ce que moi, je peux être exécutante. Et c'est Mhm. là où je décide de faire un MBA parce que je me dis, ben, en acquérant d'autres compétences que techniques, Mhm. j'aurai la vision 360 qui me permettra de pouvoir être à cette table-là des décideurs. Très bien. Et là, du coup, tu Et fais ton du MBA coup, Tu dis ton billet, tu le fais où, du coup, ton MBA? C'est important. HEC Paris la première année, puis London Business School. Waouh. Mais, waouh. ça coûte, ça, non, madame? Les gens vont dire, mais comment on fait J'ai ça? pris un prêt, j'ai pris un prêt, Tu as fait un prêt et que j'ai tu as fait fini un de prêt. rembourser direct ou comment? Voilà, non, j'avais fait un prêt et il te Mhm. permettait de le rembourser 6 mois après ta graduation. Donc, en général, tu avais Oh. 6 mois pour trouver un boulot et ensuite, tu commençais à rembourser petit à petit le prêt, quoi. Hmm. Ah, une belle histoire. Ouais. Et du coup, enfin, tu as parlé, tu as dit dans ta petite enfance, tu avais ce côté quand même où tu t'étais un peu essayé au commerce. Mais là, à ce moment-là, quand tu es dans tout ce qui est prépa, MBA, etc., est-ce que la piqûre de l'entrepreneuriat est déjà, tu t'es déjà fait piquer ou ça vient encore plus tard? Disons que
Disons que oui, ça me taraude, mais je le vois comme un side business. Je le vois comme, tu sais, tous les qui disent, ouais, il faut avoir plusieurs sources de revenus, il faut multiplier, voilà. Je le vois plutôt comme ça. Après, il faut aussi avouer que je viens d'une tribu au Cameroun, les Bamileke, qui sont très entrepreneuriaux. Donc, j'ai beaucoup de modèles, j'ai beaucoup de références d'oncles, de tantes. Ma mère est une femme d'affaires. Enfin, j'ai beaucoup de références aussi de gens qui ont leur Ah, ta business. mère aussi faisait du biz aussi. Voilà, j'ai beaucoup de référents du commerce, tu vois, elle achetait, elle vendait. Donc, Elle j'ai revendait, beaucoup de exact. références autour de moi de personnes qui font du commerce, du commerce, donc l'entrepreneuriat aussi. Donc, mais je ne vois pas ça comme quelque chose que je vais peut-être embrasser à 100%, parce que j'adore aussi ce que je fais dans ma carrière, puisque je m'oriente vers un métier que j'ai vraiment choisi, qui est ma passion. Donc, je me dis, voilà, j'ai ça, et à côté, je vais essayer de lancer des choses. Bon, Et je me qui rends. payait bien, du coup. Même ton Tu métier, dis? parce que j'imagine qu'après un MBA HEC, tu étais bien. Tu étais la Oui, star des parce qu'après, podiums. j'ai fait un peu de banque d'affaires. Après, voilà, oui, tout à fait. En plus, c'est lucratif, donc tu te plains pas, quoi. Ouais, ouais, Mais ouais, non. voilà. Mais, et tu as très peu de temps, mais tu sais quand même de regarder qu'est-ce que tu peux développer à côté. Et c'est là que tu apprends aussi très vite. Et c'est là que j'ai aussi appris très vite que ben, finalement, quand tu n'es pas all-in, quand tu as toujours des options, ça marche pas si bien que ça. Ah, tu vois, et moi, c'est pour ça que je déteste le concept de side business. Voilà, je l'ai appris. Je- tu l'as appris à quel moment? Quand tu as senti que rien ne prenait quand tu le faisais à côté de ton travail, vraiment, c'est ça? Oui, que en fait, je me mettais des objectifs, mais je traînais, en fait, la priorité était toujours sur mon travail, si tu veux. Donc, les milestones que je mettais pour le business, il n'y avait pas vraiment ce truc de absolument les réaliser. Quand ce n'était pas si facilement réalisable, je disais, oh, ben, c'est pas grave. Voilà. Ouais. Donc, ou alors, Et quand il y a des c'était difficultés. quel type de side business, par exemple? Ben, j'ai essayé de rigoler. Pendant mon job, j'étais allée à Shanghai et il y Mhm. avait à l'époque, il y avait ces trucs, comment on appelle ça? Où on accroche le téléphone pour se filmer, là, qui était super à la Ah, mode. le stick. Voilà, les sticks et tout. Donc, j'en avais acheté plein en me disant, bon, ben, je vais les revendre via les sites en ligne et tout. Euh, Mhm. J'avais rencontré aussi des grossistes sur les mèches, mais après, comme moi, j'aime pas trop mettre j'appelle ça les cheveux de mort. Comme j'aime pas trop, Elle a dit les cheveux de mort. je suis Oui, désolée, Lily, parce ça, que, c'est les vrais punchlines. mais non, parce que vous, là, et quand demain on me verra avec ça, on dira, elle a dit, bah, Il n'y a pas de souci. Ah, mais attends, Nelly, sache déjà que Moulay, là, il voit déjà son TikTok. Il a Propre. déjà Je coupé vais prendre l'extrait. ça. Vous voulez lever des fonds en tant que femme, pas de cheveux de mort sur la tête. Voilà ce que dit Nelly. Direct. Je vais réécrire ton truc. Tu vas voir la Déformé, propagande. amplifié. C'est ça. Déformer, amplifier la propagande. C'est important. Voilà, donc j'avais rencontré des personnes là. J'avais aussi acheté des fois des bijoux quand même. Beaucoup de choses, d'ailleurs, beaucoup de produits que j'ai toujours dans mon grenier Ah, ou ils sont dans dehors, ma sérieux? cave qui me rappellent mes échecs. Mais du coup, Voilà. Mais bon, après, bon, voilà, vas-y, Kaï. non, parce qu'en fait, ça me fait rire parce que Moulay, il a sauté sur l'occasion parce que on a un débat entre nous sur le side business Oui. où Fort. il n'y croit pas, enfin, il Pas du tout. l'interdit. Non, c'est C'est-à-dire pas. que tu peux même pas avoir un petit blog à côté si tu veux travailler avec lui. Mais par contre, là où on avait eu un terrain d'entente, c'est qu'il disait euh, que pour une boîte comme Anka, Aprea, ils sont en train de créer quelque chose de tellement unique qui n'a C'est jamais ça. été fait que ça demande une concentration Oui, tout à vraiment fait. extrême. D'accord. Moi, en fait, je suis un peu plus de l'école où je me dis que je pense que c'est tellement culturel sur le Mhm. continent que tu ne pourras pas vraiment, en fait, si tu vas là-dedans, c'est juste qu'il te le dira pas, Mhm. mais il tentera toujours de faire des petits trucs pour avoir des compléments de revenus. Donc moi, tout ce que je veux, c'est que après j'ai mes résultats et surtout aussi que ça soit pas une activité concurrente à un autre, mais t'as toujours un gars le week-end. Il va aller vendre, il a créé des t-shirts, il va aller les vendre, etc., C'est vrai. etc.
Mais voilà. Et Taï, tu vois, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est culturel, on va toujours tenter. Mais on ne se pose jamais la question, est-ce que ça marche vraiment? Parce que ces Merci. gens-là, finalement, ils font ces business-là, ils disent complément de revenus, mais ils mettent en danger Le le... revenu de J'avais base. une discussion avec un collaborateur, je lui dis, mais fais gaffe à ce complément de revenus, ben, finalement, tu vas perdre le vrai revenu. Parce que le complément, tu me dis, oui, le salaire, il faudrait que je gagne 100, 200 000 francs de plus, mais est-ce que ce que tu as à côté te rapporte tous les mois 100, 200 000 francs de plus? Non, de temps en temps, ça te rapporte. Mais si tu perds les 500, 600 000 francs que tu as là, qu'est-ce qui se passe après? Parce que forcément, de temps en temps, ton business t'appelle, il y a une urgence, tu laisses mon travail pour aller. Non, non, mais Je justement, ça, pense c'est qu'ils ne le voient interdit, pas. par Oui, contre. mais ils ne se C'est rendent ce pas qu'ils compte. font. Mais Mais tu ne ils te rends n'arrivent pas pas. compte, en fait. Oui, C'est un oui. engrenage, si tu veux. Tu fais la première fois parce qu'il y a une urgence, après la deuxième fois, troisième fois, mais ou alors tu es moins engagé que les autres commencent à avoir des promotions, à Des avoir des progrès, augmentations de salaire. exactement. Toi, tu deviens un peu aigri. Du coup, tu t'impliques moins en disant, mais moi, pourquoi je suis maltraité? Pourquoi je suis là depuis plus longtemps et pourquoi je n'avance pas? Mais parce que eux, l'engagement qu'ils mettent, comme ils n'ont que ça, ils mettent peut-être plus d'engagement que toi et ça se ressent, surtout dans une boîte, une start-up comme les nôtres. Peut-être dans une très grosse boîte, tu peux passer voilà, Ouais. entre les mailles du filet, mais dans une start-up, tout se voit. C'est un peu ça la Oui, oui, différence. Donc, je tout pense se que side voit. business, Mais grosse moi, boîte peut-être. notre rôle à un moment donné, c'est d'insister sur nos objectifs, sur la manière d'y arriver, etc. Maintenant, celui qui tient pas le rythme, en Mm, fait, pour moi, quelle que soit la raison, mm, Mhm. bah, il n'a pas sa place là. mm. Après, si c'est à cause de son side business, bon, ben, c'est à cause de son side business. Si Mais c'est à c'est cause... dommage, tu vois, c'est Non, dommage mais que on peut pas tu vois leur... des gens. Mm, enfin, comme tu disais, Moulay, la fois dernière, on n'est pas non plus des parents c'est vrai, pour c'est les vrai, équipes. Donc, c'est vrai. on peut peut-être le dire une fois, voilà, en passant ou à quelqu'un lors d'un entretien d'évaluation. Mais ça, à un moment donné, faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Non, Mm, non, mais tu sais, et c'est pour ça que Nelly te le dit. Elle-même, elle l'a fait. En général, c'est une question de, comme tu dis, chacun prend ses responsabilités. C'est juste que, comme culturellement, il y a un poids, moi, je me dis, non, on est responsable. Quand on me pose la question, parce que je l'ai fait, les gens me demandent souvent, ouais, je vais lancer ma start-up, mais je vais le faire à côté. Moi, je leur dis toujours, mon humble avis, c'est, si tu veux, tu économises c'est ça. pour dire, je vais lancer ma start-up, tu te renseignes, tu fais un peu de recherche, mais quand tu lances, tu te lances. Il n'y Tout a à pas fait. de, je fais les deux en même temps. Mais je pense que ça nous amène à une belle transition parce que là, on a déjà fait 20 minutes, messieurs, dames, au cas où ce n'était pas Ouais, on va évident. passer sur la suite. Ce serait bien que, Nelly, tu prennes quelques minutes pour nous parler un peu plus déjà. Hein. Mhm. Parce qu'effectivement, les gens ne savent peut-être pas quelle est ta startup. Tout le monde ne connaît pas forcément et on aimerait que les gens sachent un peu plus. Qu'est-ce qu'est Jara? Dis-nous donc. Oui, bah écoute, et Jara vient d'une vision que j'ai ou d'une mission à laquelle je me sens appelée, qui est vraiment de démocratiser l'accès à l'épargne et à l'investissement pour nous en Afrique francophone, mais pour tout Africain francophone qui soit basé en Afrique ou dans la diaspora. Ça vient d'un constat, le fait que, si tu veux, quand tu regardes les années 2010 à 2020, il y a eu une explosion des valeurs des actions de la tech, que ce soit tout type d'investissement. Quand on parle des crypto-monnaies, c'est là où on voit aussi l'éclosion du Bitcoin et tout ce qui est autour. Et en fait, en Afrique, quand tout va très bien dans le monde, ben nous, ça va toujours aussi mal. Quand ça va très mal, ça va encore plus mal chez nous. Ouais, ouais. Donc on ne bénéficie jamais de l'expansion. Et quand c'est la merde, ben, on est encore plus dans la merde. Et je me dis, mais quand je suis en Europe ou aux États-Unis, même en Asie, quand je veux investir, j'ai accès à toute une panoplie de supports. D'ailleurs, à l'époque où je crée Ijara, moi, j'avais déjà des investissements. Bon, l'immobilier, c'est très classique, mais au-delà de l'immobilier, des actions, des obligations, j'achète de l'or, de l'argent, enfin, un peu tout. Et, et quand tu mets à la place d'un Camerounais, d'un Sénégalais, d'un Burkinabé sur le continent, quelles sont ses options, en fait? Même avoir accès aux devises étrangères, il n'a pas accès. Donc, comment on protège et on fructifie son patrimoine? Donc, c'est quelque chose qui m'obsédait et c'est de là qu'est venue l'idée d'Ijara. Et en plus,
euh, comme j'ai eu cette aussi nouvelle passion, parce que ce que j'ai pas dit, parce que j'ai dit ingénieur en informatique, mais j'ai pas dit que les dernières années, je m'étais vraiment spécialisée en intelligence artificielle, mais aussi en blockchain. Ce qui fait que j'avais ces deux aspects-là et je me suis dit, bah, en utilisant la blockchain qui vraiment apporte ce côté finance décentralisée, ce côté confiance, ce côté sécurité qui manque souvent dans les transactions financières qu'on peut avoir sur le continent, ça peut être une belle expérience de sortir cette application. Donc aujourd'hui, c'est quoi concrètement le produit? C'est une application mobile disponible sur Play Store et sur App Store, qui est constitué de deux grands aspects. Un portefeuille qu'on appelle non-custodial. Donc, ça veut dire que c'est comme un coffre-fort digital dans lequel chacun a son propre code d'accès. Donc, vous êtes le seul à avoir le code d'accès. Et vous pouvez mettre plein de choses dans ce coffre-fort. Vous pouvez mettre des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum. On ne parle pas des crypto-monnaies que Ijara a créées. Ijara ne crée pas de crypto-monnaies. Hein. On parle des crypto-monnaies disponibles dans le monde entier, que tout le monde échange, qui sont très liquides. Mais vous pouvez aussi mettre depuis peu ce qu'on appelle, ce que nous, on a appelé des obligations tokenisées. Ça veut dire quoi? C'est un gros mot. Ça veut dire que les marchés financiers sont naissants, que ce soit en UMOA ou en CEMAC. On a les dettes souveraines. Les États viennent régulièrement lever les dettes souveraines pour pouvoir financer les hôpitaux dans lesquels on se soigne, les écoles, les routes, voilà, tout type de projet. Mais on se rend compte, et c'est très lucratif en fait, parce que les États lèvent sur 3, 5 ans à des taux d'intérêt entre 5, 8, 10% par an. Mais c'est encore réservé à une élite. Quand on regarde dans les banques, les asset management, si vous n'avez pas au moins 50 millions, en général, ce n'est pas très intéressant. Et donc, nous, on l'a rendu accessible à partir de 1000 francs en utilisant la technologie. Donc, aujourd'hui, au Cameroun, dans la zone CEMAC, en fait, tout un chacun, à partir de 1000 francs, peut pouvoir acheter de la dette du Tchad, du Congo, du Cameroun et bénéficier de 5, 6, 7% par an. Ok, donc c'est l'investissement fractionné et crypto et tout type d'investissement. Super. Tout à fait. Non, mais écoute, alors là, je vais donner la première leçon sur le thème. Quand tu présentes à des investisseurs, j'imagine que tu rajoutes une notion qui est la traction. Quel est le chiffre de traction que tu donnes en général sur Ejara aujourd'hui? Ben, écoute, aujourd'hui, nous, on a lancé l'application en mars 2021. Depuis qu'on a lancé l'application, je crois que le minimum de croissance qu'on ait fait de mois en mois, c'était 15%. Nice. Je voulais dire le chiffre de revenus l'année dernière, mais je n'ai pas envie de me fâcher avec mon commissaire aux comptes et tous les autres. Mais bon, non, mais Ijara, l'année dernière, c'est $1 million de revenus. Bien. Donc, et on n'est pas, et on est vraiment une très, très jeune start-up, si tu veux. On a 100 000 utilisateurs. Tu vois, oui, ça c'est beaucoup. Hein. 100 000 utilisateurs, putain. Ouais, 100 000, surtout sur un thème investissement, épargne, voilà, dans une zone qui n'est pas le Nigeria, donc qui n'est pas forcément très prône au digital, à ce type d'application. Voilà, donc en gros, c'est ça. Ils gèrent 9 pays d'Afrique francophone aujourd'hui. Ah voilà, oui, c'était ça ma question. Et on vient d'obtenir la licence numérique en France. Yeah! Seigneur! Ça touche la diaspora. Seigneur! Et ça, c'est un combat dont les gens ne parlent pas dans les fintechs. Ah oui, mais c'est tout à fait. Ouais. Mais alors, justement, ce serait intéressant parce que je crois, Moulay, tu m'as expliqué un peu la problématique d'un point de vue fintech quand on travaille sur l'Afrique. Parce qu'en fait, ce que les gens savent pas, c'est que très souvent, on dit oui, on va s'étendre, etc. Mais chaque pays a ses difficultés, en fait. Chaque pays a ses règles monétaires, chaque pays… c'est vrai qu'on a des zones, mais finalement, il y a quand même des difficultés. Tu travailles pas avec la Guinée comme tu travailles avec, je sais pas, le Rwanda, le Cameroun, etc. Sur les marchés financiers, on a quand même la chance d'avoir, sur la zone francophone subsaharienne, on a quand même assez harmonisé. Moi, je parle en CEMAC avec la COSUMAF, le régulateur des marchés financiers, qui a des règles finalement qui sont établies pour toutes. Aujourd'hui, Jara, nous avons
une filiale asset management qui a une licence asset management pour se positionner sur les marchés financiers en zone CEMAC, pour pouvoir se positionner sur ce marché de dette souveraine et autres. Et nous avons une licence. Et cette licence-là, elle nous permet d'aller dans tous les pays. Après, comment on vend dans les pays, comment on communique va être peut-être légèrement différent suivant les différences culturelles, mais le fait d'avoir le droit, c'est d'y aller, c'est un test. Voilà, c'est déjà tout, en fait. Ah, d'accord. Et en zone UMOA, c'est l'AMF UMOA qui prévaut. Donc, sur les marchés financiers, on a quand même la chance d'avoir une certaine harmonisation qui permet de pouvoir au moins diffuser au premier niveau. Après, c'est sûr que si on veut aller en pénétration profonde dans le marché, il faut vraiment avoir plus localisé le contenu que juste essayer de saupoudrer. Voilà. D'accord. Et pour qu'on ait une idée, aujourd'hui, les bureaux sont où? Il y a combien de personnes? Il y a combien d'employés? Nous ne sommes pas très nombreux, hein, nous sommes à peine 45. Oh là là, elle dit c'est pas très nombreux, j'adore. Mais non. Mais tu vas me tuer, voilà. Et qu'on n'est pas très nombreux. Bon, tu me diras, honnêtement, alors, pour mettre dans le contexte, quand elle dit cette phrase, pour quelqu'un qui a levé 10 millions, c'est peu. C'est ça, exactement. Objectivement, la plupart des startups, 45, c'est oui, quand tu as levé 5-6 millions, un peu comme nous. Mais quand tu es à 10 millions, en général, ils sont au moins 100. Donc, c'est vrai que toute chose égale par ailleurs. Mais d'ailleurs, je crois que c'est Moulay qui me disait que très souvent, quand on lève, parfois, tu disais même que c'était souvent une erreur, on va à la course au talent, un peu trop vite d'ailleurs. Et après, on se rend compte, bon, après, on a peut-être pris trop de monde. En fait, Est-ce que le chiffre 45, c'est quelque chose, en fait, c'est parce que, justement, tu maîtrises, tu veux maîtriser, en fait, la croissance de l'équipe, ou c'est juste que, non, mais en fait, nous, quand on veut embaucher des gens, on veut embaucher des gens qui vont apporter 10 fois la valeur, des 10x people. Nous, on les appelle 10x people. Vraiment et quand on embauche, c'est vraiment souvent un consensus en plus. Donc, s'il y a une seule personne qui a un doute, je n'y vais pas. Parce que le fit culturel, le fit personnalité est au moins aussi important que les hard skills. Et ensuite, en fait, à chaque phase, on se demande, on va prioriser quoi? Est-ce qu'on a déjà exploité tout le potentiel de l'équipe? Par exemple, si je prends l'équipe tech, quand on veut agrandir l'équipe, on veut mettre quelqu'un dans l'équipe tech, je me dis, est-ce qu'on est déjà au summum de la productivité? Est-ce qu'on est au summum de la vélocité? Est-ce qu'on s'est déjà mesuré? Est-ce que quand on embauche quelqu'un, on sait mesurer ce qu'il apporte? Est-ce que notre onboarding, Et du coup, quand on challenge les managers à tous les niveaux à ce domaine-là, ben, souvent, on se rend compte qu'on peut gagner 3-4 mois sur une en haut parce que les gens se disent, ah ben, juste en réglant ça, ben, j'ai réussi à faire en sorte que ben, j'arrive à accélérer un peu plus la roadmap sans avoir besoin de l'embauche dont je pensais nécessaire. Par exemple, l'équipe marketing, ça va être surprenant. Hein. J'ai nommé un directeur marketing, directrice marketing d'ailleurs, il y a à peine 4 mois. Avant, on n'avait pas d'équipe marketing. On avait une équipe product and growth, mais on n'avait pas vraiment d'équipe marketing comme donc, on commence tout juste à faire vraiment du marketing, communication et tout, parce qu'on priorisait déjà. C'est très important ça, parce que les gens auraient pu croire que limite, tu as commencé par ça et que ta première embauche, et tu as brûlé l'argent dedans direct. Non. Et là, on est en train de structurer toute une équipe sales, vraiment beaucoup plus pour vraiment passer à l'échelle, à l'industrialisation. Parce que jusqu'ici, en sales, bon, surtout quand au début, on lève peu, ou on a fait beaucoup de tests. Et ça, on fait des tests, et il faut tirer des leçons des tests. Et une fois qu'on a fait plein de tests, on a un peu plus l'idée de qu'est-ce qu'il nous faut en termes de structure de l'équipe sales, BizDev, qu'est-ce qu'on recherche, comment on veut l'aboutir, sans pour autant totalement annihiler les initiatives de la personne qu'on va recruter, qui va aussi venir avec ses propres idées. Voilà, donc il y a des équipes comme ça qu'on commence à peine à structurer, ce qui est assez étonnant peut-être pour une boîte comme la nôtre, mais en fait, on essayait de faire pas mal de choses déjà avec le socle de base qu'on avait développé. Et ça a permis vraiment que tout un chacun,
Aujourd'hui, j'ai le sentiment, quand je fais mon comité exécutif, que chacun maîtrise ce que les autres font. Donc, on a un vrai comité exécutif. On n'a pas des gens qui sont, je suis produit, je reste que dans la ligne produit, je suis tech dans la ligne tech. Aujourd'hui, j'ai mes techs qui challengent le marketing. J'ai la growth qui va challenger la finance. Voilà, parce que tout le monde a vraiment développé cette notion un peu 360 de la boîte et se sentir confortable de se dire, bon, de toute façon, quand on est un peu en guerre, si un général a un problème, il faut qu'on reprenne ses troupes et qu'on puisse être le général de substitution, quoi. Et je voudrais que tu reviennes sur le besoin à la base qui... Non, avant ça, tu as parlé d'un concept, 10x People, qui est très intéressant, je trouve. Ça veut dire que chaque personne est-ce qu'elle est capable d'apporter 10 fois plus à la structure ou à la boîte. Je voulais savoir comment ça t'est venu et comment, si tu devais l'expliquer en 1 minute, comment est-ce que tu le ferais? Déjà, je pense que ça n'est pas venu toute seule. J'ai dû lire parce que je crois qu'il y a un bouquin qui en parle. Je ne sais pas si c'est de Peter Thiel. Ouais, c'est Zero to One, qui est l'un des livres que je fais lire à tous mes employés quand ils arrivent. C'est exactement ça. Donc, je pense que l'idée de base m'est venue et quand je réfléchissais par rapport à ma carrière de manager avant Ijara, je me suis rendu compte qu'en vérité, même quand j'embauchais, c'était souvent ça, c'était un peu l'effet waouh. Tu sais, il y a des gens que tu rencontres en entretien et en fait, très vite, tu te dis waouh, cette personne, il me la faut. Je vois, elle a tout compris. Elle a tout compris. Elle va au-delà même de ce que moi, j'aurais pu penser que le poste était. Et du coup, tu te dis, cette personne va apporter une valeur incommensurable à l'équipe, à la boîte. Donc, et quand cet effet waouh-là, il est non seulement de mon fait, mais du fait de toutes les autres personnes qui interviewent, là, du coup, je dis, là, on a un 10x. C'est ça. Et c'est souvent en startup, ils résument ça par prendre des gens qui sont meilleurs que toi. Ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, tu aies le sentiment que la personne fait des choses ou en tout cas une compréhension ou une expérience qui fait que tu te dis, ah, si je la mets sur ce poste, elle fera mieux que ce qu'on faisait avant ou idéalement mieux que toi-même. Tout à fait. Non, c'est intéressant. Ouais. Non, mais on partage tout à fait le même truc, c'est marrant. Ouais. Super intéressant. Du coup, pour revenir sur Ijara, effectivement, sur le besoin de base, j'avais lu 2 points de départ. La dévaluation du franc CFA qui t'avait marqué étant petite, et aussi du coup cette observation que c'est très difficile d'investir, enfin d'avoir des solutions, d'avoir accès aux solutions d'investissement quand on est en Afrique. Est-ce que tu peux nous... Mais si on parle de la dévaluation, par exemple, tu vois, quand je suis revenue m'installer en 2020, je me suis dit, si elle arrivait aujourd'hui, quelles alternatives les gens avaient? Quelles alternatives les gens auraient? Et en fait, pas plus qu'en 94. Vraiment, oui. Non, si jamais la dévaluation réarrive maintenant, tu as tout à fait raison. On est dans le pain. Enfin, c'est le même problème. Sauf que maintenant, on a quand même parce que ne serait-ce qu'aujourd'hui, les stablecoins, je dis aux gens, si vous ne voulez pas forcément investir dans du Bitcoin parce que c'est volatile, et encore que si on regarde sur tous les 4 ans en linéarisant, c'est quand même en pente ascendante, mais investir dans un stablecoin dollar, c'est comme si vous diversifiez l'épargne en dollars. Investir dans un stablecoin euro, ça permet d'avoir accès à une partie de son épargne en euros. Ça permet quand même de sauvegarder une petite partie de son épargne dans quelque chose qui, dans une devise un peu plus forte, une pseudo-devise un peu plus forte, qui est toujours échangeable 1 pour 1 avec la hard currency. Donc, j'ai envie de croire que Ijara apporte une solution aujourd'hui, mais pas une solution aux élites, parce que les élites savent toujours se débrouiller. Vraiment, quand il y a comme tu dis, tu as raison. C'est les obligations, les placements en France, tout le monde peut faire ça. Mais toi, tu as raison de dire que oui, c'est pour la plupart des Africains, on passe ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense à la maman qui vend les tomates au marché, au conducteur de moto-taxi, voilà, à la femme de ménage, tu vois, au plombier. Voilà,
comment leur donner des solutions pour se protéger, pour protéger leur épargne, voir la faire fructifier quand c'est possible, en toute sécurité. Non, c'est super intéressant. Pour le coup, c'est un sujet que moi, je trouve qui est capital parce qu'au final, c'est ce qui distingue beaucoup d'ailleurs l'Afrique des autres zones du monde. C'est que le progrès, par exemple en Asie, est beaucoup lié à la capacité d'épargne des gens. Parce que si tu n'épargnes pas, à chaque coup dur de la vie, tu perds tout ce que tu as construit. Tout à fait. D'une part, et deux yeux, il y a très peu de progrès possible pour les générations futures parce qu'elles repartent de zéro à chaque fois. Exactement. Exactement. Voire de moins, parce que oui, parce que voire de moins, tu as bien raison. Donc, c'est vrai que les gens voient ça comme étant, oui, c'est bien de vouloir épargner, mais c'est fondamental qu'on ait des solutions comme ça. Donc, c'est pour ça que ce que vous faites, moi tu sais, j'ai toujours été un grand fan de ce que vous faites et vraiment, c'est fondamental. Les gens ne se rendent pas compte, les gens pensent que c'est nice to have. En gros, ils se disent, quand j'ai beaucoup d'argent, il faut que j'épargne. Alors qu'en vrai, tu devrais épargner, t'occuper de ton futur day one. Ça devrait être d'abord ce que tu fais. Un peu comme on dit, tu reçois ton salaire, tu épargnes d'abord, après tu dépenses. Au lieu de dire… les gens, en plus, Moulay, ils n'ont pas conscience du pouvoir de cet effet cumulé des intérêts. Cumulé, exactement. Non, c'est très dur à comprendre. Parce que si tu épargnes et ça te produit 5% par an, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, les gens ne se rendent même pas compte que l'épargne de 1000 francs par jour qu'ils faisaient, c'est ça qui va permettre 15 ans plus tard, 18 ans plus tard, de payer les études de leurs enfants. Exactement. Vraiment, juste les intérêts générés et tout. On revient sur la notion de delay gratification. Voilà. Ouais, exactement. Tout à fait. Ah. Mais ça, c'est aussi dans nos épisodes. Tu vois, on traite des sujets. Hein. On a fait un peu de diversification. Là, on a fait un peu après delay gratification. Là, l'autre jour, quand on faisait… non, vraiment. Mais d'ailleurs, je vais vous poser une question, Moulay et Kaï. Est-ce que vous épargnez? Est-ce que vous investissez? Oui. Alors, ça, c'est une très bonne question. Moi, pour ma part, oui. Donc, oui, j'épargne. Ça fait partie de mes rituels. Comme je recommande à tout le monde, moi, j'ai des virements automatiques. Dès que l'argent frappe mon compte le début du mois, le jour d'après, l'argent est parti là où il doit partir. Avec le reste, je me cherche. Ça, c'est ça, c'est la base parce que vraiment, ça m'a toujours sauvé. Et après, effectivement, j'investis. Alors, j'investis très peu en dehors. En fait, mon plus gros investissement, ça reste Africa, il faut être réaliste, et encore. Mais j'ai quand même quelques obligations, parce que bon, il faut quelque chose de beaucoup moins risqué, que j'ai placé obligations SICAV. Et après, j'avais acheté quelques actions. Là, je vais en racheter parce que ça tombe bien, là, tout le monde est au fond des toilettes, c'est le moment. Mais voilà, donc c'est à peu près ça. Mais moi, c'est très safe parce que beaucoup de mon patrimoine est très risqué sur Anka. Bah oui, forcément. Après très peu un peu de placement, enfin un peu de l'épargne aussi, comme j'ai dit, c'est vrai que la moitié de mon épargne est en euros, la moitié en CFA. Voilà, ouais, tout à fait. Okay. Voilà. Moi, on va dire que j'ai une réflexion qui est un peu plus récente, un peu plus récente, surtout grâce à ma conjointe aussi, où en fait on essaye d'avoir en fait de se mettre des objectifs, mais plus sur des projets, des petits projets type VTC, mais un peu comme Moulay. Mon plus gros investissement, ça reste ma structure, quoi. Ça reste au thème. Maintenant, après, par contre, dans tout ce qui est crypto, ce genre de choses, mais comme je disais, là, c'est plus aussi pour comprendre. Bien sûr. Pour comprendre, en fait, pour pas être totalement dépassé, comprendre comment les choses fonctionnent, etc. Donc voilà. Mais je pense que… Et il avait pris Binance, hein. Faut le récupérer, faut le cueillir. Ah, c'est centralisé, hein. Après, oui, bon. Mais c'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Ah, c'était il y a longtemps. Ouais. Ouais, 2 ans et tout ça. Mais en tout cas, avec ce qui est arrivé avec FTX, maintenant, il faut commencer à vous poser les questions. Oui, voilà, c'est là où on sort avec FTX. Donc voilà, quoi. Non, mais je vais mettre tout ça sur Ijara. Allez! Parce que sur Ijara, c'est ton coffre-fort, en fait. C'est pas Ijara. Et ça a été très compliqué d'expliquer aux gens, mais après FTX, beaucoup de gens l'ont compris. Hein, ah, mais voilà, tiens. D'un côté, tu mets l'argent, quelqu'un gère. Tout à fait. Et te dit, oui, tu as acheté ton Bitcoin, mais en fait, on te montre que tu as X Bitcoin, mais en fait, c'est tout géré en centralisé. Et l'autre côté, chez Ijara, quand tu achètes ton Bitcoin, tu le gardes dans ton coffre, tu as ta clé
était le seul à pouvoir l'ouvrir et l'utiliser. C'est vraiment la différence fondamentale. Et d'ailleurs, je pense que même les régulateurs, et vraiment là, on tape beaucoup sur nos régulateurs en Afrique, et moi, j'apprécie beaucoup les échanges que j'ai pu avoir avec les régulateurs, que ce soit côté CEMAC ou côté UMOA à ce sujet-là, parce que ça prend la peine vraiment d'expliquer, de dire à quel point, oui, les craintes, leur prérogative de protéger le consommateur, protéger l'investisseur et faire en sorte qu'on ne pose pas de risques systémiques à l'économie, mais qu'avec un système non-custodial, ça le fait. Après, il y a toujours le truc, mais le KYC, mais ça aussi, il faut qu'on apprenne, voilà, dans ce marché un peu, dans le domaine de la fintech en général, hein, le truc digital, voilà, d'échanger avec eux. Nelly, pour ceux qui nous écoutent, qui sont sur Binance ou autres, est-ce que tu peux expliquer, parce que tu vois, quand on a dit Binance, tu as dit, ouais, mais c'est centralisé, etc. Bien sûr. Je crois que c'est un peu technique. Oui, je comprends. Est-ce que tu peux expliquer justement le problème auquel vous venez répondre avec cette notion de décentralisation? Très bien. Bon, déjà, Binance, c'est une très belle boîte. Hein. Normalement, c'est sécurisé. Moulay, on sent qu'elle pense à l'exit éventuel. Non, mais c'est important. Ne viens pas gâter l'ambiance, Kaï. Reste sur le côté. Voilà. Tout à fait sur les copains. Copains. Mais il y a une différence fondamentale quand on dit centralisé versus décentralisé. Binance, c'est un peu comme votre banque. Quand vous allez à la banque déposer de l'argent, bien évidemment, j'espère que vous ne pensez pas que la banque garde votre argent dans un sac où elle a écrit Moulay, un sac où elle a écrit Kaï. La banque, en fait, elle prend l'argent de Moulay, de Kaï, de Nelly, et elle mélange tout, et elle fait des choses, et elle vous met une écriture sur votre compte bancaire qui vous dit que vous avez déposé. Donc, je vous dois, en fait. En fait, c'est une reconnaissance de dette. La banque, en fait, elle ne garde pas votre argent, mais elle fait une reconnaissance de dette. Elle dit, je te dois 10 000 francs, donc ça a déposé 10 000 francs. Mais évidemment, tout est mélangé. Il n'y a pas de différenciation. On ne sait pas les 10 000 francs de Mouna versus les 10 000 francs de Kaï. On ne sait pas. Dans une approche décentralisée, c'est comme si, en fait, il y avait chaque client créait une banque et pas un compte bancaire. Parce que pour chaque client, en fait, je sais différencier quand Moulay dépose 10 000 francs, on sait que voilà les 10 000 francs de Moulay. Et ce n'est pas mélangé avec les 10 000 francs de Kaï. Non seulement ce n'est pas mélangé, mais en plus, on donne à Moulay tous les droits sur son argent. Par exemple, dans un système centralisé, quelqu'un peut venir, un hacker ou un gouvernement autocratique, et dit on va saisir les comptes de Moulay. On va censurer les transactions de Moulay. Je vais voler l'argent de Moulay ou je vais voler l'argent parce que tout est dans un seul pot, donc c'est facile d'attaquer le pot. Dans un système décentralisé, si j'ai 10 000 clients, j'ai 10 000 coffres forts avec 10 000 codes d'accès différents. Chaque code d'accès est détenu par le client qui a son coffre-fort, pas par l'entreprise. Si on prend l'exemple d'un hacker qui veut voler, pour pouvoir voler, plutôt que d'essayer d'attaquer un seul coffre-fort qui a tout, il doit attaquer 10 000 coffres-forts et avoir 10 000 codes d'accès. C'est beaucoup plus compliqué. Le hacker n'est pas fou, hein, parce que ça demande tellement de travail qu'il va lâcher prise. Si quelqu'un veut censurer, moi, Ijara ne peut pas censurer. Ijara ne peut pas bloquer les transactions parce que pour bloquer, il faudrait que Ijara ait le code d'accès de chaque client. Mais Ijara ne l'a jamais. C'est le client qui l'a. Donc, c'est vraiment des coffres-forts. Le système décentralisé, c'est vraiment un coffre-fort digital par client, alors que dans le système centralisé, il y a un coffre-fort, voilà, un seul unique, où on met tous les clients. Et le danger, c'est que pour FTX, par exemple, on s'est rendu compte que le fondateur, le CEO, il se servait dans cet argent des clients-là pour faire ses investissements, pour s'acheter des belles maisons et tout, à l'insu de tout le monde, parce qu'il peut toujours afficher sur l'écran que vous avez de l'argent, mais derrière, le pot est vide. Super clair, merci beaucoup. Du coup, comme parce on que va parler un peu on parle là d'argent, on va parler du vrai argent.
c'est drôle parce qu'on parle toujours des levées réussies d'Ijara, mais j'ai rarement parlé de l'échec de ma première tentative de levée. Faites venir des missionnaires et non des mercenaires. Et non des mercenaires. Voilà la punchline. Exactement. Merci, Kaye. Vraiment, la proof of concept pour moi, la preuve de concept, c'était vraiment voilà, un groupe WhatsApp, d'essayer de voir s'il y avait déjà des gens qui voulaient acheter du Bitcoin, vendre du Bitcoin.